Sans recherche fondamentale, on n'a pas de recherche appliquée et on n'a pas de start-up. Toutes les start-up que j'ai financées, que j'ai investies et qui ont bien réussi, toutes avaient basé leur technologie sur une recherche académique de qualité. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Dans cette deuxième partie, Philippe Vuagna nous emmène au cœur des évolutions du capital risque en France ces dernières années. Il livre aussi ses règles d'or aux entrepreneurs pour naviguer en eau trouble. De la course à la taille imposée par BPI France à l'art d'anticiper les crises 6 mois avant qu'elles n'explosent, Philippe partage une vision lucide et parfois à contre-courant de l'investissement. Je vous laisse maintenant avec Philippe pour la suite et fin de notre échange. Et sur cette question de la confiance, il y a toi en tant qu'investisseur, il y a l'entreprise, et puis après il y a le reste de l'écosystème, donc tes financeurs. Tu m'expliquais aussi la manière dont tu travailles avec tes financeurs. Tes financeurs pouvaient parfois être plus que des financeurs. Ils étaient même impliqués parfois dans les comités d'investissement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi est-ce que vous faisiez ça? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est plutôt une logique dans le marché? Non, c'est une pratique. C'est une pratique, ok. C'est une pratique qui est courante. C'est-à-dire que les souscripteurs, les LPs, etc., sont invités à participer au comité d'investissement. Ils ont apporté leur argent dans le fonds. On les autorise à participer à la sélection des dossiers. Alors parce que c'est intéressant d'avoir le DG d'une banque régionale dans un conseil d'administration ou dans un conseil d'investissement, un comité d'investissement. Ils ont un privilège, c'est celui de pouvoir éventuellement investir en plus de la participation qu'ils ont mis dans le fonds. En direct. En direct, Okay. on a la possibilité de le faire. Bien entendu, dès qu'il y a un problème de conflit d'intérêt, ça se règle par le départ de la personne pour qu'elle ne participe pas à une délibération ou à la prise de connaissance d'un dossier qui peut être confidentiel, etc. Et ça, c'est géré avec une facilité, si on reste dans les conditions professionnelles, bien entendu, c'est géré très facilement sous contrôle de l'autorité des marchés financiers qui peut être informée de toute non-conformité à ce type de pratique. Et toi, cette pratique-là, tu en usais plus souvent? C'est quelque chose qui a été en alignement avec justement tes valeurs de création de confiance avec tes partenaires? Alors, à l'épreuve des faits, on se rend compte qu'ils étaient heureux comme tout. Okay. Parce qu'ils découvraient ce métier. Ils participaient à la découverte des projets d'entreprise. Chaque projet d'entreprise qui leur était présenté, c'était un éblouissement en disant « mais vraiment, on apprend énormément dans ces comités d'investissement, c'est passionnant. On se creuse la tête pour trouver des solutions, pour savoir si on accepte d'investir dans ce dossier. Si jamais on n'accepte pas, quels conseils on peut donner à l'entrepreneur pour qu'il améliore sa copie, etc. » Et chaque fois, on avait donc des participants, souscripteurs, qui étaient vraiment ravis de participer à ces comités d'investissement, sincèrement. En fait, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est peut-être une externalité positive, mais j'imagine que ça constitue aussi, ça augmente leur confiance dans les investissements qu'ils font, sachant que là, tu es sur des sujets très innovants où ils n'avaient pas l'habitude d'investir avant. Donc, ça participe à leur acculturation, en fait. Ils apprennent. Donc, c'est génial. Ils apprennent. Et après, ils se rendent compte de la difficulté. C'est un métier élitiste, donc il faut bien choisir. Et puis, si effectivement le choix du portefeuille est bien fait, ça augure de plus-values intéressantes pour eux et ça les encourage à remettre dans d'autres fronts. Mais c'est toujours toi qui gardais, je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe un comité d'investissement, mais à la fin, il y a une personne qui a le last cut, ouais. Et c'est le directeur d'investissement. C'est la société de gestion. C'est la société qui est agréée par l'autorité des marchés, société de gestion qui est représentée par son directoire. Et donc, c'est le directoire qui prend la décision d'investir conformément à la réglementation de l'autorité des marchés financiers. Il y a une indépendance de gestion et de décision stricte au niveau du directoire. Le conseil de surveillance n'a rien à dire. Le comité d'investissement n'est que consultatif. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est ce on appelait ça la règle des 4 yeux.
C'est-à-dire que dans un directoire, il y avait 2 personnes, le président et le directeur général, et ils se regardaient dans les yeux pour dire « on investit ou on n'investit pas ?» C'était la règle des 4 yeux. Merci pour cet élément de culture que je découvre. Et là, on arrive dans les années 2010, qui est quand même une année charnière pour toi. À 2 titres, j'aimerais bien qu'on les explore soit en même temps, soit l'un après l'autre. Il y a la BPI qui a des réflexions stratégiques sur l'organisation de ce marché. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et qu'est-ce que ça change aussi dans du coup ton job? Parce que ton job évolue aussi en 2010. Oui. La BPI qui donc fait suite à OSEO pour devenir la Banque publique d'investissement, qui est donc créée sur une vision gouvernementale où il fallait donc un bras financier très puissant pour permettre effectivement l'essor entrepreneurial dans la mesure où de plus en plus d'expériences de financement de l'innovation ont réussi, ont donné lieu à des belles entreprises qui ont réussi. Bon. Donc on va donner de l'ampleur à ce grand mouvement économique, faire de plus en plus confiance à nos chercheurs et donc permettre davantage de valorisation de travaux de la recherche par la création d'entreprises innovantes notamment. En plus, BPI devenait de plus en plus partie prenante dans la constitution de nos fonds. Certains de nos fonds étaient constitués à 40%, jusqu'à 40%, énorme, par l'apport BPI, ce qui était assez considérable. Donc il y a une aide certaine de la part de l'État pour la constitution de ces fonds qui vont fonctionner comme des fonds privés. Hein. D'accord ? L'arrivée en complément de ces fonds d'État vient privatiser le fonds. Et par contre, bien sûr, sous le contrôle de l'AMF et sous également le contrôle de BPI qui contrôle qu'on utilise bien l'argent. Évidemment. Évidemment, hein, c'est la règle. Hein, d'accord. Il faut des résultats concrets et que donc dans nos comités d'investissement et dans nos conseils d'administration, il y a un représentant BPI permanent. En fait, ils ont beaucoup de poids. Ils ont ce poids-là et en plus, comme ils servent un peu de tiers de confiance, en fait, ils crédibilisent le fonds. Et donc derrière, en plus, tu peux aller chercher plus d'investisseurs parce que BPI a mis les 40%. Ah oui, il y a un effet de levier considérable. Ouais. Donc ils sont très influents. Ah ben oui, c'est déterminant. Quoi. Hein, ils ont accepté le mémorandum de placement. D'accord, nous on a compris. Moyennant quelques modifications, on apporte tant de millions d'euros, ou tant de dizaines de millions d'euros. À votre charge maintenant d'aller chercher le reste. Et à ce moment-là, en fait, c'est quoi leur demande d'un point de vue vraiment macro? C'est que toutes les sociétés de gestion ou les sociétés de capital risque grossissent, augmentent, gèrent de plus en plus de fonds. C'est la course à la taille. Donc, toutes les sociétés de gestion qui auront ou conserveront une taille critique trop petite sont appelées à disparaître. Elles ne recevront plus d'argent et sont appelées donc à être englobées par d'autres sociétés de gestion ou d'autres fonds d'investissement plus gros, plus ambitieux, à vocation éventuellement internationale, qui, elles, continueront à recevoir le soutien financier de BPI. Et donc toi, à ce moment-là, ça fait 10 ans que tu fais ce métier. On est en 2010. Est-ce que ça change la manière dont tu fais ton métier? Parce que j'imagine que déjà les 10 premières années sont assez uniques parce qu'il y a le premier cycle des 5 ans, tu crées la confiance, puis ensuite il y a le deuxième cycle où là tu t'installes. Qu'est-ce que ça change d'ailleurs? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, forcément, ça va. Cet appel à la croissance va interpeller donc le directoire et la gouvernance de l'entreprise pour chercher des cibles d'acquisition, pour faire de la croissance externe, en plus de la croissance interne. Et donc, on va commencer à s'intéresser à certaines petites sociétés de gestion, des petites consoeurs régionales, qui ne gèrent pas beaucoup d'argent et qui ont besoin, pour pérenniser leur activité, de pouvoir se rapprocher de consoeurs plus grosses qu'elles, qui vont leur permettre de poursuivre leur activité et de lever des fonds dans la mesure où elles se seront rapprochées et seront englobées, fusionnées avec des entreprises plus grosses qu'elles. Donc, c'est des projets de rencontres. On parlait de projets industriels, où on passe peut-être de 40 millions d'euros à 150 millions d'euros sur gestion, et ce qui permet à BPI et à d'autres investisseurs, des groupes bancaires, de considérer avec bienveillance ces nouvelles structures et d'apporter des fonds
pour la constitution de nouveaux fonds. Ouais, c'est assez fou parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le choix, fallait suivre. Tu as quand même une contrainte très forte, c'est-à-dire que tu dois choisir symboliquement de faire ton métier différemment. Oui. Et du coup, j'imagine que ça doit avoir un impact sur l'organisation de l'entreprise parce que vous devez beaucoup plus regarder à la croissance externe, à lever encore plus de fonds, des fonds beaucoup plus gros. Ouais. Donc, Et ça va même changer, bien entendu, nos portefeuilles. Alors, pourquoi cette demande de la BPI et la demande des groupes bancaires? Parce qu'ils se sont aperçus que les petites sociétés de gestion, qui n'étaient capables de mettre 200 000 ou 300 000 euros par projet, bien ça n'intéressait plus le marché, en fait. Et que les deals étaient de plus en plus importants. C'est-à-dire qu'il fallait être capable maintenant, la demande des entrepreneurs, même des entrepreneurs régionaux, était plus importante que les premières centaines de milliers d'euros qu'ils avaient l'habitude de demander au début des années 2000. Maintenant, on était dans le million d'euros, voire davantage. Et une petite entreprise régionale d'investissement n'était pas capable de suivre en fait. Donc du coup, BPI a dit à réagir en disant il faut que ces petites sociétés, soit vous grandissiez, soit vous soyez absorbés pour participer à des deals conformes aux deals du marché. C'est pour ça que petit à petit, il y a eu une consolidation du marché avec une restructuration et nous avons été conduits à faire de la croissance externe pour englober ces petites sociétés. Et toi, ton job, il évolue, pardon. Du coup, les portefeuilles vont évoluer. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire des petits deals, on va se mettre à faire des deals moyens, voire des deals plus gros. Donc davantage de responsabilités et davantage de compétences. C'est-à-dire qu'il va falloir recruter du personnel capable de gérer des deals plus gros en private equity et en financement d'innovation. Et à ce moment-là, tu m'avais parlé aussi d'une réorganisation de votre équipe de direction. Vous étiez 4. Oui, où là, les choses évoluent. On a multiplié par 2 le directoire. Au départ, on était 2. Et puis donc, il y a eu 2 nouveaux arrivants au directoire. Un était basé sur Orléans, notre bureau d'Orléans. Un autre était basé sur le siège à Clermont-Ferrand. Moi-même, j'étais basé sur Lyon. Et puis, le président du directoire étant basé sur Paris. Et on se répartissait donc comme ça les rôles. Soit certains d'entre eux étaient plutôt attachés à la gouvernance, levée de fonds, relations avec les investisseurs, etc., communication. Et d'autres, comme moi particulièrement, étaient plutôt liés au contrôle de la création de valeur au niveau multirégional. Dans chaque région, on avait des portefeuilles. Dans l'innovation, il fallait faire en sorte qu'on puisse créer avec succès le maximum de valeur. Ça, c'était de pair avec la croissance de l'entreprise. Il ne s'agissait pas non plus de lever plus de fonds uniquement, il fallait également augmenter les résultats. Donc toi, en fait, tu étais le responsable de ce qui se passait côté opération, prouver en fait que les investissements étaient les bons. Tout allait bien, quoi. Tout allait bien. En fait, donc vous êtes répartis les tâches et t'as pris, vous êtes spécialisé finalement. Un peu. Voilà. On s'est réparti les tâches sur ce qu'on savait bien faire et sur ce qu'on avait envie de faire. Et cette période-là, donc à partir de 2010, elle dure à peu près jusqu'à la fin, parce qu'il y a ce mécanisme-là où vous rachetez des boîtes, puis à la fin, c'est 2021, où vous-même, vous cédez. Est-ce que entre cette période-là de 2010 et 2021, c'est vraiment ce mécanisme-là qui continue à se développer avec des participations, ou est-ce qu'il y a des choses il va être encore modifié. À une certaine période, peu de temps avant notre fusion avec notre rapprochement avec notre consoeur parisienne UI Investissement, nous avons complètement modifié l'entreprise. Ok. C'est-à-dire que la société de gestion initiale a été transformée en une société anonyme par action qui s'appelle Sofimac Innovation. Et la partie clermontoise qui s'occupait plutôt de private equity a été transformée en Sofimac Participation. C'était 2 SA, même 2 SAS, issus de la transformation donc, de la société de gestion Sofimac Partners. Donc là, toi, en fait, tu prends le lead sur une des 2. Non. Non ? Ah, pardon, je comprends. Non, je compris. Vous savez, c'est pas toujours simple. À l'approche des années 2020, je songe à ma pré-retraite.
Donc, je démissionne de mon mandat de directeur général dans le même temps, au moment de cette réorganisation. D'accord. Et je suis remplacé par 4 directeurs généraux qui sont nommés pour les circonstances. Un à Paris, un à Lyon, un à Clermont-Ferrand, et puis le 4e sur Orléans, je crois. Oui, c'est ça, Orléans. Donc il y a encore une répartition géographique des 4 nouveaux directeurs généraux qui sont là pour remplacer l'ancienne gouvernance, qui était constituée donc également de 4 personnes, mais dont la plupart partent en retraite. Ça peut être à partir en retraite. Voilà. Donc on rend nos tabliers. On laisse place à la génération qui... Exactement. Ok. Exactement. Et à ce moment-là, donc il y a cette réorganisation. Bon, après, c'est pas forcément... À part si ça t'impacte, en soi, ça t'impacte surtout sur le fait que tu refais beaucoup plus de terrain, non? Tu te réinvestis beaucoup plus sur les deals. Absolument. Absolument. Je suis partout dans les laboratoires. Je fais des visites, je visite les incubateurs, les SAT. Je suis appelé à intervenir dans des conférences ou dans des organismes professionnels qui s'occupent de création d'entreprises. Donc je m'en occupe, sans me disperser, mais je suis effectivement très sur le terrain pour expliquer et analyser des dossiers nouveaux. Et comment ça se passe justement à ce moment-là? C'est une deuxième jeunesse où tu ressens la liberté de pouvoir te reconcentrer sur les deals. Alors, j'ai plus beaucoup de responsabilités, donc c'est le confort. Tu as transmis la responsabilité à l'autre, c'est donc le confort. Et tu ne travailles, tu n'as que l'activité qui te plaît vraiment, quoi. Donc, tu te concentres, tu organises les sorties pour qu'elles se passent bien, pour que la société gagne suffisamment d'argent en termes de plus-value, que le chef d'entreprise également puisse prendre sa plus-value et que toutes les parties soient contentes. Et puis, il y a mon remplacement. C'est-à-dire qu'il faut recruter une personne, plusieurs personnes pour prendre le relais. Et donc, je m'occupe également de leur formation. Les futurs directeurs d'investissement ou futurs directeurs tout court doivent apprendre le métier le plus vite possible. Donc, c'est une partie de ma responsabilité également de m'occuper des nouvelles recrues. Et d'un point de vue impact en tout cas au résultat, tu me disais en préparation que c'était une des périodes où tu avais finalement fait les meilleures sorties, les meilleurs exits, les meilleurs... Ouais, absolument. Est-ce que là, avec le recul, tu arrives à l'expliquer, enfin, même si c'était juste que tu avais plus d'expérience et que tu étais très focus sur ces... Je pense qu'au niveau de la sélectivité, j'ai peut-être davantage fait attention. Mais il y a un critère qui me paraît absolument essentiel, c'est que les projets que nous avons sélectionnés étaient très bien accompagnés, soit par des incubateurs, soit par des SAT. Donc ces nouveaux dispositifs constituaient des points d'appui remarquables, très efficaces, permettant à des projets d'entreprise issus de la recherche de très vite devenir, je dirais, économiquement réalistes, avec des chefs d'entreprise qui étaient formés à devenir des chefs d'entreprise et pas rester des investisseurs, pas rester des chercheurs. Et donc, ça a permis de raccourcir considérablement les délais de développement des projets d'entreprise. Là où il fallait 5 ans, en 2 ans et demi, les gars avaient atteint l'objectif. C'était devenu des chevaux de course, quoi. Incroyable. Ils couraient beaucoup plus vite grâce à l'accompagnement qu'ils avaient reçu. Donc, c'était très intéressant pour les investisseurs comme nous de pouvoir s'appuyer en toute sécurité sur les dispositifs d'accompagnement SAT, incubateurs, etc. Et pour toi, du coup, en plus, la boucle est bouclée parce que quand tu démarres, tu as les incubateurs, tu es un peu dans les préfigurateurs de ce modèle. Totalement. Voilà. Puis ensuite, ça devient, t'investis. Puis ensuite, l'investissement de l'innovation devient en fait, je n'ai pas envie de dire une commodité, mais presque. Enfin, on investit dans l'innovation. Et puis c'est ces partenaires-là qui t'accompagnent pour derrière t'améliorer ton deal flow. Qui sont capables de dérisquer c'est exceptionnel. Et d'améliorer le deal flow. C'est génial. J'adore l'histoire. Ah mais c'est remarquable. C'est remarquable. Donc on assiste bien à une professionnalisation du métier. Ouais, c'est fort. Et sur cette partie-là, peut-être
quand tu arrives, quand tu arrives à ce moment-là de ta carrière, comment est-ce que tu envisages aussi la question de la transmission? Parce que t'as quoi, t'as 60, 60 J'aurai 70 ans en septembre Non, mais prochain. au moment où tu pars, 65 ans. t'as 65 ans, t'as encore plein d'énergie, t'as encore envie de faire plein de choses. Comment est-ce que tu prépares en fait cette étape-là, ta vision actuelle de la transmission? Au moment de mon départ, ou préalablement à mon départ, il fallait pour que l'équipe soit le plus opérationnelle possible, le plus rapidement possible, et que puisse être un peu autonome et indépendant, dans la mesure où des fonds nouveaux étaient en cours de levée, et c'était des fonds d'entre 60 et 70 millions d'euros. Donc, c'est des fonds quand même un peu significatifs en termes de montant. Et donc, du coup, les investissements qui allaient être réalisés dans le futur, à partir de ces fonds, c'était des investissements de 3, 4, 5 millions d'euros. Donc, il fallait des remplaçants qui soient le plus performants possible, mais en même temps qui aient la tête froide, quoi. Des gens qui comprennent le contenu des dossiers, mais en même temps qui savent gérer de manière très pragmatique et très froide l'argent qu'ils avaient investi avec les chefs d'entreprise. Moi, j'envisageais mon départ avec une très grande sérénité, dans la mesure où les recrues, les investisseurs qui avaient été recrutés étaient des personnes de très grande qualité. J'avais aucun doute là-dessus. Ils allaient être même certainement plus performants que moi à leur place, grâce à l'expérience qu'ils avaient pu acquérir et à la formation complémentaire. Donc, ils étaient bien préparés à affronter des deals un peu compliqués. Donc, du coup, moi, je suis parti vraiment très sereinement. Et 15 jours avant mon départ, c'était 15 jours avant Noël, j'ai fait une sortie. Ouais. J'ai organisé une sortie sur le leader grenoblois de la microélectronique, ST Microélectronique. 15 jours avant, quoi. Donc, Tu clôtures en fait. je clôture avec une sortie sympa, avec un multiple de 3, tout va bien, Madame la Marquise. Et voilà, l'entreprise continue son aventure avec des nouvelles recrues, avec des nouveaux marchés, des nouveaux projets. Donc, c'est bien. Et surtout, elle s'est rapprochée d'une consoeur très solide, 8 investissements. Et la fusion des deux, c'est une entreprise de presque 70 personnes qui gère 1,5 milliard d'euros, quoi. Oui, on est sur des ordres de grandeur BPI OK. BPI OK, oui, exactement. Donc non, mais c'est très, très, très intéressant. On a formé un futur leader dans le domaine de l'investissement private equity traditionnel et innovation. Donc c'est une belle opération. Chapeau. C'est une belle opération et tout le monde a été conservé. C'est-à-dire, les équipes n'ont pas été réduites, elles ont toutes été intégrées. Et la gouvernance parisienne a été tout à fait à mener cette opération avec beaucoup d'intelligence. Mais ce que je comprends en fait, c'est que en fait, eux, ils avaient le métier du private equity et vous arriviez avec une partie de private equity, une partie d'innovation. Ouais. Donc, ils vous intégraient en ayant une partie du métier qu'ils connaissaient. Ouais. Et puis l'autre partie, en fait, venait diversifier leurs actifs. Donc, c'est très intelligent. D'un spectre d'intervention qui est relativement large. Ouais. Et donc, ils sont BPI compatibles. Ouais, c'est top. Et alors là, si on essaye de revenir et que tu devais parler à un doctorant aujourd'hui, un scientifique, et que cette personne hésite entre une carrière scientifique et le monde des startups et des entreprises innovantes, qu'est-ce que tu lui dirais à ce doctorant? Alors, dans le passé, j'ai été intervenant à un centre qui regroupait l'ensemble des doctorants. D'accord. De 4 académies. Okay. Donc j'avais en face de moi 180 doctorants et post-doctorants dans le grand amphithéâtre de l'ENS, École normale supérieure, à Lyon. D'accord. Et je les avais en face de moi pour leur expliquer la valorisation des travaux de la recherche, etc., etc. Et je leur disais très franchement, vous êtes 180, mais il y en a un petit nombre d'entre vous qui accéderont à un poste de chercheur fonctionnaire. Beaucoup d'entre vous persisteront et accepteront des post-docs, mais sachez, pour ceux que ça n'intéressera pas, vous avez la loi de la liberté. La loi de la liberté, c'est quoi? Alors là, on avait un étonnement général. C'est de dire, compte tenu de mon savoir et de mon savoir-faire, parce que certains ont déjà des savoir-faire intéressants, importants, utiles pour la société et pour le marché, vous avez la possibilité de vous faire accompagner pour créer une entreprise, notamment une entreprise innovante, qui sera remarquée par rapport aux autres du fait de son contenu scientifique ou technologique,
Et vous aurez ainsi la possibilité de conduire librement votre avenir professionnel, ne pas dépendre ni d'un grand compte, d'une grande entreprise, ni d'une université. C'est vous qui allez devoir faire et qui ferez votre avenir et votre activité professionnelle. Et sachez que aujourd'hui, c'est parfaitement accessible. Et je crois que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bah, tu as une nouvelle occasion de le redire. Voilà. J'espère que ça touchera des doctorants qui nous écoutent. C'est un problème de liberté, en fait. Hein. Et c'est vrai que lorsqu'on crée une entreprise, on a effectivement des contraintes, celle de faire vivre son entreprise et de faire en sorte qu'elle survive. Mais on est libre de ses choix de gestion, et on ne dépend plus des autres. On ne dépend plus que de ses clients. Voilà. Alors c'est un message important pour un certain nombre de candidats qui pourraient encore se poser la question. Je dis quand même que les chercheurs particulièrement brillants qui souhaitent embrasser une carrière de recherche fondamentale sont essentiels à l'avenir de notre pays. C'est une certitude. C'est-à-dire que sans recherche fondamentale, on n'a pas de recherche appliquée et on n'a pas de start-up. Toutes les start-up que j'ai financées, que j'ai investies et qui ont bien réussi, toutes avaient basé leur technologie sur une recherche académique de qualité, voire de très grande qualité. C'est vraiment la preuve incontournable de la nécessité d'avoir en permanence un gisement de chercheurs de très haut niveau en France qui ne fassent que ça, qui soient des chercheurs fondamentalistes et qui travaillent pour le pays, pour l'industrie, pour la société, etc. Et dans tous les domaines, que ce soit en sciences dures comme en sciences molles. Et je me rends pas compte, c'est une dynamique qui est plutôt... il y a de plus en plus de chercheurs, ou il y en a moins en moins, je me rends pas compte. On a un vivier, un gisement de chercheurs très intéressant en France. On le dit souvent, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais je ne me rends pas compte. La recherche française est extrêmement performante. Elle est très performante parce qu'il y a une sélectivité extrêmement forte à l'entrée. Premièrement. Deuxièmement, la recherche française quand même dispose de moyens techniques et financiers significatifs. Les dernières années, j'en veux pour preuve que l'ANR, l'agence pour la recherche, a financé de manière importante beaucoup de laboratoires français, et notamment pour la période du Covid, où beaucoup de chercheurs sont mis à chercher chez eux. D'accord ? Ils étaient chez eux, ils bossaient, ils faisaient là. Et pour venir au laboratoire pour faire des expériences, il fallait qu'ils se fassent tirer un peu l'oreille, quoi. Et quand on leur disait, écoutez, ça vous intéresse pas de créer des entreprises, ils disaient, mais on a de l'argent. On nous donne de l'argent pour notre recherche, on nous donne de l'argent pour aller à l'autre bout de la Terre faire des congrès, on est heureux comme tout. Oui, mais ce qui est bien aussi, parce que justement, ça crée cette forme d'équilibre pour maintenir des personnes dans cette recherche fondamentale. Donc, on a un gisement de chercheurs en recherche fondamentale. En plus, ces personnes, ces chercheurs, sont de plus en plus intriqués dans la recherche internationale, mais également dans l'industrie. Ils sont en relation avec l'industrie. Ils ont beaucoup moins peur, ils craignent beaucoup moins que dans les années précédentes. Donc, cette intrication est très intéressante, hein, parce qu'il y a une fertilisation croisée entre l'industrie et la recherche. Donc, voilà, à aucun moment, il ne faut que la France perde de vue qu'elle doit entretenir, soutenir une recherche fondamentale de qualité. Écoute, le message est très clair, me semble. Et en plus, il y a des financements qui vont avec. A priori, les conditions sont réunies. Je l'espère. J'aime bien de temps en temps m'intéresser avec mes invités à des gens qui les ont inspirés, que ce soit des collègues, des pairs, un mentor ou une équipe. Est-ce que tu penses à quelqu'un ou à une équipe qui t'a inspiré? Pourquoi? Alors, ce sont des chefs d'entreprise qui m'inspirent. Ah oui, c'est vrai que je les ai oubliés. Je m'excuse. Non, c'est pas du tout. Ça aurait pu être... Je vais faire taper par les gens d'entreprise. Ça aurait pu être effectivement des chefs de labo, etc. Non, ce sont les chefs d'entreprise. Ceux que j'ai pu rencontrer, certains étaient brillantissimes. J'ai même géniaux, quoi. Avant de redescendre sur Terre et de s'auto-censurer en tant qu'investisseur,
on est pris dans l'admiration, quoi. Et de découvrir ces personnes qui ont des modes de pensée différents, très, très, très brillants. Et c'est un vrai plaisir, quoi. C'est un véritable plaisir quand on a des gens comme ça en face de soi qui nous écoutent et qui parlent. Donc, oui. Ils seront ravis de l'entendre. Parce que certains d'entre eux nécessaire. m'ont vraiment encouragé. Ça donne du courage de rencontrer des gens intelligents, qui ont des visions très concrètes, très élargies de la vie économique ou de la vie sociale en général, qui sont capables de décrire des challenges, précisément, et de remporter ces challenges, de se donner des défis et de remporter ces défis. Hein, c'est toujours très impressionnant. Donc, du coup, au terme de période d'investissement, on accompagne une entreprise et son chef d'entreprise et sa gouvernance pendant 4-5 ans. Puis à la fin, on est obligé de se séparer, mais on a énormément appris avec eux. C'est drôle. Ce moment-là, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais quand la relation doit se terminer, comment on le vit? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, c'est un cycle qui se termine de facto. Tu sais que ça va se terminer. Ça se termine. Alors, en ce qui me concerne, c'est le côté investisseur qui prend le dessus. Ok. Tu remets la casquette. Exactement. Ouais. Très professionnel. Ouais. Là, enfin, c'est que c'est ta manière de te protéger ou c'est... J'en sais rien du tout. Mais c'est certainement l'attitude qu'il faut avoir pour permettre à l'entrepreneur de franchir une étape. On rigole pas. Il faut qu'il fasse un chèque avec la plus-value. Et là, c'est un mauvais moment qui passe, voire un très mauvais moment. Et il faut le conforter en disant, ne te fais pas de soucis, c'est un moment très difficile à passer, mais tu vas y arriver, tu vas zapper et tu vas poursuivre ton entreprise. Donc là, quand on parle d'argent, et quand on récupère l'argent, on liquide la participation, c'est pas drôle. Et il faut être extrêmement sérieux et très exigeant. Donc, parfois, ça se passe mal, et certains nous en tiennent rigueur. Et puis d'autres, comme je disais, zappent très vite. Bon, ok, c'est fait, on passe à autre chose. Mais du coup, en termes de relation, quand ça y est, tu es sorti, est-ce que c'est des gens que tu gardes en lien ensuite? Est-ce que c'est ou en fait vraiment la rigueur, ou en tout cas, je sais pas, l'éthique pro dans ton domaine oblige à faire vraiment la différence? Non. Alors après, on peut avoir une relation normale avec eux. Et j'ai gardé des relations de plus de 10 ans, enfin même de 15 ans, avec certains, quoi. Et c'est top. On a toujours une relation de confiance. Et on aime se lire et on aime s'entendre. Alors que au moment de l'exit, c'était une épreuve de force, quoi. Hein, et passer cette épreuve de force, après, tout le monde est ravi. Ils ont changé de dimension. Ils sont devenus de vrais entrepreneurs parce qu'ils ont été capables de payer leurs investisseurs. Donc, c'est plus des petits amateurs dans le coin qui créent une petite boîte, non. Ils ont rendu l'argent. Donc, ils ont changé de dimension. Et c'est devenu des vrais entrepreneurs investisseurs. Et on a d'excellents rapports maintenant. C'est vrai que tu as en fait une position privilégiée parce que tu vois des gens évoluer, grandir, changer en 4-5 ans. Et finalement, c'est drôle parce que du coup que tu réponds que c'est le chef d'entreprise parce que finalement, toi, tu les vois démarrer, c'est pas des chefs d'entreprise. Et tu les vois repartir et t'es admiratif. Ils sont devenus chefs d'entreprise. Et bravo. Il fallait le faire. Ouais, solide. Il fallait le faire. Ils ont eu un challenge, voire plusieurs challenges, et ils les ont remportés les uns après les autres. Donc c'est bien. Très bien. Là, bravo. Et j'ai une autre question sur la partie théorique. Moi, j'aime bien me dire que il y a ce qu'on apprend sur le terrain, et puis après, il y a les bouquins, il y a ce qu'on apprend dans la théorie, et puis en fait, c'est pas mal de faire un peu l'hélicoptère entre les deux. Parce que ma dernière expérience professionnelle m'a beaucoup appris ça. Est-ce que toi, tu as des livres ou un livre que tu offres soit à des gens que tu connais ou des livres business ou pas qui peuvent donner des éléments théoriques sur... Bien sûr, j'enlève mon casque. 30 secondes. Je t'en prie. Alors pour les auditeurs, Philippe est en train de se lever. Et donc... me sort un livre qui s'appelle Le Capital Risque et le financement de l'innovation. J'étais pas prêt. De Faisal Hafid.
Évaluation des startups et modes de financement, montage. Donc c'est... Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots de ce... Bah, de ce livre? c'est un auteur donc, qui est un investisseur. Il opère sur Paris et qui est très peu connu. Moi, je ne le connais pas. Il a écrit un ouvrage remarquable sur le capital risque, secteur par secteur. C'est-à-dire, il y a le private equity, il y a le retournement, il y a l'innovation. Enfin, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup parce que c'est c'est un document qui m'apparaît un document de base pour tout jeune diplômé qui souhaite embrasser la carrière d'investisseur. Et avec ça, c'est une boîte à outils remarquable. Ok, bah je vais le redire, le capital risque et financement de l'innovation. Faisal Hafid, c'est une couverture bleue, donc Il est édité chez... édité chez deux becs supérieurs. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bah merci pour la... Ça, c'est un... je l'offre aux nouveaux investisseurs. Ah oui, génial. Ok, Je l'offre, et voilà, il faut que tu... Par cœur. ok. C'est le... Avant de me parler, elle a dit ça. Par cœur. Ah, écoute, j'ai eu cette chance, j'ai pas eu besoin de le lire avant de te parler. Je suis honoré. Mais ça me donne envie de le lire. Non, mais c'est très intéressant. Donc je vais certainement m'y plonger. Parce que c'est pas mon univers. J'ai accompagné des startups, des scale-up, donc je vois la partie tech, mais la partie financement, je suis plutôt agnostique. D'accord. Donc ça va m'aider aussi. Encore 2 ou 3 questions un peu pêle-mêle. Je suis toujours curieux quand on a travaillé dans le temps long, la manière dont on passe les crises. T'as certainement du coup dû vivre plein de crises financières, 2001, 2008, le Covid 2020. Est-ce que tu as des apprentissages ou quels sont peut-être les principaux que tu peux partager sur comment est-ce qu'on gère ces moments-là quand on est soit un chef d'entreprise, soit un investisseur? Oui. Le contrôle permanent, c'est-à-dire le contrôle d'écart permanent, basé sur le reporting, doit être suffisamment précis pour être préventif. Et le chef d'entreprise doit apprendre à anticiper une éventuelle difficulté au moins 6 mois à l'avance. C'est un délai de prévention qui est absolument, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la technologie, qui est absolument essentiel pour permettre à un investisseur de pouvoir réagir. Alors pourquoi ? Parce que c'est parfois la durée qu'il nous faut, incompressible, pour monter le dossier de refinancement, le bridge, nécessaire pour passer la difficulté. Donc, la solution, moi, que je préconisais pour mes entreprises, c'était celle effectivement, de mettre en place un dispositif de prévention qui nous permettait d'envisager une impasse de trésorerie dans les 6 mois à venir. Mais du coup, tu les faisais vraiment travailler sur ce plan et ils devaient constamment le mettre à jour. Tous les mois. C'est-à-dire, c'est quoi les risques? Qu'est-ce qui peut en fait casser? Ouais. Soit facteur macroéconomique, soit facteur concurrentiel, peu importe. En fait, il y a des scénarios et c'est posé. Et c'était une attente de toi en tant qu'investisseur. Donc en gros, ils n'avaient pas le choix. Ils le faisaient. Ouais, il fallait le faire. C'est drôle parce que récemment, je discutais avec un chef d'entreprise que j'ai eu à ce micro qui m'expliquait justement qu'il accompagne des startups en ce moment et qu'il avait du mal à faire passer ce message. Lui, il vient du monde des grandes entreprises et il dit, mais en fait, nous, dans les grosses boîtes, on a constamment des plans pour dérisquer, pour gérer quand ça se passe pas bien, pour s'il y a quelqu'un qui est défaillant, le plan de reprise, etc. Et il dit, mais par contre, dans les startups et les entreprises, en fait, j'ai du mal à leur dire. Et il n'est pas dans la position d'investisseur, donc en fait, il a pas... Il a moins de force. Voilà. Et il me dit, mais c'est fou. Ouais. Donc en fait, toi, c'était C'était une exigence. Voilà, une exigence, ok. Parce que l'entreprise est tellement fragile, elle est tellement petite, elle existe à peine, etc., que le moindre événement peut la mettre par terre. C'est évident. Et l'investisseur va tout perdre. Et d'un point de vue, du coup, là, ça c'est ton conseil, et ensuite tu l'as donc éprouvé. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, un ou 2 cas un peu marquants justement où ça a été la bouée de sauvetage? En gros, ça a vraiment sauvé les boîtes. Ah oui. Oui, ok. Ah oui. L'impasse de trésorerie arrivait. Le chef d'entreprise, malgré tous ses efforts, dit « je vais planter la charrue ». C'est ce qu'on utilise comme terme très
Imagez, hein, on va planter la charrue, impasse de trésorerie, liquidation, procédure collective, bouf, Terminé, bonsoir. terminé, bonsoir. Donc, il n'y en a pas question. Donc, on met en place les mesures nécessaires pour passer la difficulté. Et s'il n'y a pas suffisamment d'argent dans l'entreprise, alors qu'elle a conservé le potentiel de son marché, par exemple, parce que le produit est tout à fait compétitif, intéressant, etc., et qu'on a la preuve que ça intéresse, ça continue à intéresser les clients, alors que les clients temporairement ne peuvent plus acheter pour X raisons, hein, parce qu'il ça nous permet d'organiser un refinancement. Et donc d'expliquer au conseil d'administration ou au comité d'investissement pourquoi on réinvestit. Alors, j'attire ton attention sur le fait qu'on ne réinvestit que dans des entreprises dont on est sûr qu'elles vont nous faire gagner de l'argent. Oui, bien sûr, c'est toujours ça, la grille de lecture in fine. Exactement. Donc, il faut qu'on ait le temps de prouver que l'entreprise est sur des bons rails et qu'in fine, elle va réussir son challenge, qu'elle va nous faire gagner de l'argent et qu'elle a simplement besoin d'un bridge de temps. Oui, donc en fait, finalement, ce plan où on pose les risques, on se dit qu'est-ce qui pourrait mal se passer, il faut le voir comme la bouée de sauvetage de la boîte et pas comme une contrainte qui se défocus du temps que tu passes sur le business. Même d'ailleurs, je me pose la question typiquement si j'ai pas moi un investisseur comme toi qui me contraint à le faire, est-ce que le fait de le faire déjà, même si j'ai pas l'investisseur, est-ce que ça peut me permettre par exemple typiquement d'aller voir une banque plus rapidement et de réussir à faire mon bridge plus rapidement. Enfin voilà, est-ce que ça vaut le coup d'investir ce temps-là? Certainement, parce que c'est la preuve que tu auras commencé à rationaliser toutes tes décisions. Toutes les décisions de gestion que tu vas devoir prendre, ça y est, tu as commencé à les rationaliser avec cet outil de reporting. Et chaque matin que tu arrives dans la boîte, tu sais combien tu as dans le tiroir caisse. Voilà. C'est ce qu'on appelle la clé de l'entreprise. Et si tu es capable naturellement de faire cet exercice, tu seras reconnu comme un bon gestionnaire et on pourra te faire confiance. Donc du coup, cette réputation et cette quasi-notoriété va te servir chez le banquier, qui veut dire ça, c'est une personne qui est sérieuse et qui fait de la gestion, ou chez l'investisseur. Très clair. Mais alors, c'est évident. Ah bah oui. Ouais, c'est un super message, moi je pense. En tout cas, ceux qui sont concernés, qui hésitaient à le faire, bah voilà, vous avez un argument de... Je passe mon temps pour l'accompagnement des projets d'entreprise à rappeler aux entrepreneurs que chaque fois qu'ils prennent une décision, ça coûte de l'argent. Donc, il faut faire l'effort de faire un calcul de retour sur investissement sur les dépenses que vous engagez. En combien de temps vous allez pouvoir les rentabiliser et est-ce que la dépense que vous faites, elle est intelligente ou pas? Est-ce qu'elle va vous ramener de l'argent? Et donc, on rationalise. Et dès qu'un chef d'entreprise a réussi à rationaliser sa gestion, ça y est, il a gagné. C'est bon. C'est bon. C'est tracé. Il peut avoir des investisseurs avec lui, des banquiers, des consultants, etc. On va le prendre au sérieux, on va l'aider, on va l'accompagner. On avait abordé un sujet tous les deux, mais qui me paraît hyper intéressant. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est sur toute la partie faire plutôt que communiquer. Et quand est-ce que c'est le bon moment en fait pour communiquer sur ce qu'on fait ou ce qu'on a réussi à faire. On est quand même effectivement dans un contexte où la communication est très très présente. Il y a presque une injonction à communiquer sur ce qu'on fait, même quand parfois on n'a même pas envie de communiquer. C'est quoi ton avis et ton recul, ta prise de recul sur ce sujet? Alors, elle est très claire. C'est qu'il ne faut pas annoncer par avance ce que vous allez faire. Premièrement, si vous claironnez trop tôt une décision stratégique et que vous ne remportez pas votre challenge, c'est-à-dire vous échouez, vous perdez toute votre crédibilité quasi définitivement dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'investissement. Ce qui veut dire que vous avez droit qu'à un coup. D'accord? Très bien. Quand un créateur d'entreprise présente son business, s'il présente mal son business plan, et qu'il dit 2-3 bêtises dès le premier slide, ça y est. Il a droit qu'à un coup, il a brûlé sa cartouche, il l'est crédibilisé, il ne pourra pas remontrer son business plan une deuxième fois à la même personne. C'est terminé. Voire à d'autres, hein, parce que ça parle. Si l'information circule. Donc il faut faire très attention. Donc du coup, ne pas annoncer à l'avance trop tôt ce qu'on va faire. Par contre, commencer à
à explorer et à aborder le sujet, une action commerciale, par exemple. Allez, on démarre l'activité, on fait des préventes, puis ensuite on fait des avant-ventes, puis ensuite on fait des ventes, puis ensuite on commence à développer le business avec une gamme de produits, etc. Et quand ça devient rentable, là on l'annonce. On dit bon, j'ai eu l'opportunité de le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai gagné. Et là, vous aurez l'admiration des gens. On va dire, ben, formidable, il a essayé, à son petite échelle, il a réussi, et maintenant, c'est l'envol de son activité. Donc voilà, dans le domaine de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat, il faut éviter d'annoncer à l'avance ce qu'on va faire. Restons un peu cachés pour développer sa primo-activité, et une fois qu'on est sûr d'avoir réussi et avoir des résultats présentables, on communique. Pour aller plus loin, pour aller franchir une nouvelle étape avec de l'argent, avec des partenaires, etc. C'est ce que je conseille, quoi. On a trop vu des gens qui annonçaient des tours de table faramineux, puis finalement, il n'y avait qu'un effet d'annonce. Et alors derrière, comment on fait pour rattraper le coup? C'est pas possible. C'est un exemple. Et cette conviction, tu l'as acquise comment? À l'épreuve des faits. À l'épreuve des faits, c'est-à-dire j'ai vu des entrepreneurs annoncer des projets sur lesquels ils s'engageaient en termes de challenge très importants, technologiques, commerciaux, etc. Et puis, ils ont échoué. Et quand ils échouent, c'est terminé, quoi. On leur fait plus confiance. On leur dit, mais tu racontes n'importe quoi. Je suivais une équipe dans laquelle j'ai pas investi, qui annonçait, suite à ma visite, qu'ils allaient lever 2 millions d'euros en citant mon nom. Ah oui, on est sur des champions du monde quand même là. Ah mais c'est vrai. Et donc, non seulement c'était une fausse information, mais ils se sont condamnés eux-mêmes, et puis ils ont disparu très peu de temps après. Ils se sont rendus compte de rien. Ils pensaient qu'ils pouvaient communiquer comme ça, mais c'était invraisemblable. Donc, fais attention. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe sur LinkedIn ou d'autres réseaux professionnels, on s'aperçoit que il y a des communications, je dirais pas outrancières, mais rien n'est fait. Et déjà, on communique sur d'hypothétiques résultats qu'on met en avant en disant on va devenir les champions du monde, quoi. Faut faire très attention. Faut être très... Je trouve que c'est une tension qui est pas simple parce que souvent tu as aussi l'effet un peu de vague, de groupe on a presque parfois des fois l'impression d'être qu'on nous dit mais attends, mais si tu parles pas, t'existes pas, entre guillemets. Mais ce que je comprends, c'est que en tout cas dans le domaine de l'innovation, il y a tellement de risques que ça fonctionne pas, que mieux vaut déjà faire le... Il y a tellement d'aléas Ouais. qui conduisent à l'échec qu'il faut être extrêmement prudent, à la fois dans sa communication et ensuite dans la mise en œuvre. Mais il y a des chefs d'entreprise qui réussissent extrêmement bien sans communication. Il n'y a pas de communication. L'activité reste très discrète, voire même quasi secrète. Et ils annoncent le résultat une fois que le résultat est acquis, il est incontournable et il est vérifiable. Et là, c'est la réussite, quoi. L'admiration, l'applaudissement, etc. Ils peuvent continuer et passer à une autre étape. Et je pense que sans aller jusque-là, à ne rien dire de ce qu'on est en train de construire, de déployer, ou des partenariats. Là, il y a des annonces de partenariats qui sont complètement prématurées, quoi. Et voilà, on va signer un accord avec une grande entreprise, Tartampion, etc. Puis en fait, c'est une fake news, quoi. Enfin, rien n'est fait. Les conseils d'administration ne sont pas encore réunis. Le sujet n'a pas été abordé en CA ou en directoire. Donc, vous savez comment ça fonctionne, une entreprise. Voilà. Ça ne se décide pas sur le coin d'une table, quoi. Et beaucoup de jeunes entrepreneurs, entrepreneuses, se font des idées, quoi.
Bon, en tout cas, le message est clair, hein. Si vous avez un doute, n'y allez pas. Ouais, soyons prudents et soyons très professionnels et très pragmatiques. Ça n'empêche pas de pouvoir quand même partager ses idées autour de soi. Absolument. Voilà, ça n'empêche pas l'autre. Par contre, les bonnes idées, on les garde pour soi. Parce qu'il Ah oui, y a, il y a une loi naturelle qui dit que le succès est dans le secret. Ok. C'est la loi des deux S. Le succès est dans le secret. Et c'est vrai. Et tu dis quoi alors quand on dit une idée, il faut la challenger, il faut la partager, il se passe des choses en fait quand on partage parce que quelqu'un t'a dit mais t'as pas pensé à ça et tu pourrais voir telle personne. Moi j'aime bien cette idée derrière. Je trouve qu'il y a énormément de personnes qui sont à l'affût de bonnes idées et de celles des autres. Donc si tu as vraiment une bonne idée, et si elle n'est pas protégée, encore... Ah oui, on parle de propriété intellectuelle. Il faut faire très attention. Parce qu'une très bonne idée d'amélioration d'un produit ou de création d'un produit nouveau peut intéresser d'autres candidats. Moi, j'ai été confronté, au travers de certaines participations de mon portefeuille, à des concurrences déloyales de la part de sociétés qui avaient pignon sur rue et qui, après avoir reçu un entrepreneur qui venait les voir pour nouer un partenariat de sous-traitance avec elle, grosse société d'ingénierie dont je ne citerai pas le nom, l'entrepreneur rentrait chez lui et quelques mois plus tard, il voyait sur le marché débarquer un produit similaire, fabriqué, commercialisé par la société en question. Donc là, on était obligé de mobiliser des forces d'avocats, etc. On ne s'embêtait pas. On allait chercher l'avocat le plus méchant de Paris ou de Lyon, etc., le plus agressif. Pour les mettre face au plus agressif. Et là, j'aime autant dire que c'était des dommages et intérêts en millions d'euros qui commençaient à être affichés, quoi, de manière à pouvoir se défendre de manière efficace. Sinon, l'entreprise était spoliée et puis on n'en parlait plus, quoi. C'est drôle. Cette idée-là, j'en parlais quelques jours aussi avec... apparemment, c'est Apple qui fait ça. Quand on vient les voir en rendez-vous, la première question qu'ils posent, c'est ce que vous allez nous montrer et breveter. Donc, si c'est pas le cas, ne nous montrez pas. Alors, je trouve que c'est incroyable de leur... Voilà, ils sont clairs parce que autrement, ils vont le faire. Ouais, c'est... le message, il est là. Ah, mais il est clair. Ouais. Donc, on aime parler de son produit, c'est sûr, etc. Mais il y a des gens qui sont très malins, qui sont riches, capables, et qui peuvent s'emparer de votre produit si celui-ci n'est pas protégé. Et voilà, puis, on ne pourrait rien faire, quoi. Donc, on peut parler, on peut en produire, on peut parler de son produit, on peut communiquer, mais à partir du moment où on peut se défendre. Bah, écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Ça fait à peu près un bon 2 heures là qu'on échange. Je pense que ça arrive en plus avec tout le poids de ta carrière, à la fois sur la question de l'innovation, la question du financement de l'innovation. Tu as quand même accompagné toute ta vie des entrepreneurs à l'époque où les scientifiques, personne ne voulait travailler avec eux jusqu'à aujourd'hui, la deep tech qui a quand même, je pense, le vent en poupe. Je sais pas si c'est un biais, mais j'ai l'impression que, en tout cas, c'est des sujets sur lesquels maintenant il y a des gros moyens aussi sur ces questions. Il y a des moyens très très importants pour accompagner et soutenir ce mouvement de la Startup Nation et permettre, je dirais pas convaincre, mais permettre à des chercheurs d'enseignement supérieur ou des ingénieurs d'être incités à développer des innovations sur lesquelles ils pourraient justement appuyer leur future entreprise et se réaliser en tant qu'entrepreneurs. Voilà, alors est-ce que le mouvement va continuer? Je m'interroge. Franchement, je m'interroge aujourd'hui. Mais encore une fois, en tant qu'investisseur, j'insiste sur le fait que mes meilleurs deals sont issus des incubateurs, et d'une connaissance de l'accompagnement des incubateurs et de l'accompagnement des SAT. Le message est passé. Ah, donc c'est eu un effort de fait pour professionnaliser cet accompagnement et ce transfert de technologie, et les investisseurs s'y retrouvent.
Ça fait aucun doute. Très clair. Bah écoute, merci beaucoup Philippe pour ce témoignage qui était haut en couleur. Je suis ravi. Ça fait pas mal de temps que je me projette dans cet échange. Merci encore une fois pour l'accueil, pour tous les messages clés. À la semaine prochaine pour les auditeurs. Bonne journée. Bravo! Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Philippe Viagna. Rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel invité. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À mardi prochain.